peut pas transformer des choses inconscientes si la personne n'en a pas envie. L'inconscient se bloque. Ça veut dire qu'il n'entendra pas. Bonjour et bienvenue dans En fait. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte de Joybert, hypnothérapeute et sophrologue. Elle vient nous parler de ses approches d'accompagnement qui agissent à la fois sur le corps, les émotions et les automatismes du quotidien. Ensemble, nous allons explorer ce qu'est réellement l'hypnose, loin des clichés, comment la sophrologie aide à se reconnecter à soi et en quoi la respiration peut devenir un outil concret pour retrouver plus d'équilibre. C'est tout de suite dans En fait. Bonjour Charlotte. Bonjour Éléonore. Bienvenue dans le podcast En fait. Merci de me recevoir. Je t'en prie, je suis sûre que ça va être un podcast passionnant parce que l'hypnose est quelque chose qui parle à pas mal de gens, qui intéresse aussi beaucoup de professionnels. Si on devait rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'hypnose, concrètement, qu'est-ce que l'hypnose ? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. L'hypnose, il y a ce côté un peu spectacle que l'on voit à la télé, très spectaculaire, où on a l'impression que très rapidement, il y a cette presque prise de contrôle de la part de l'hypnotiseur, pour le coup, et pas hypnothérapeute. On est dans le spectacle et effectivement, c'est souvent la question qui revient en premier. C'est est-ce que je vais perdre le contrôle ? Est-ce que je vais me souvenir surtout de la séance ? Il y a beaucoup de ça. Donc en hypnose thérapeutique, voilà, on est plus sur, on s'adresse à l'inconscient, donc qui est presque notre pilote automatique, notre disque dur, et c'est la personne qui va elle agir dessus. Moi, je fais que la guider. Donc l'hypnose, c'est ça, c'est une pratique thérapeutique qui permet d'accéder à cet état d'hypnose, qui est un état naturel. Donc on se retrouve très régulièrement, très souvent dans la journée, dans cet état d'hypnose. Ouais. C'est quand on fait justement des choses assez routinières, quotidiennes, automatiques, comme se brosser les dents, prendre sa douche, faire la cuisine, on se rend compte que on fait presque les choses sans y penser, même conduire parfois quand on fait un trajet que l'on connaît presque par cœur. Eh bien, on rentre dans cet état où on se rend compte qu'on est plus ou moins en vigilance, presque pas d'ailleurs, et qu'on est très dans ses pensées. Cette notion, quand on a cette impression d'être dans la lune, on discute avec des personnes, qu'on pense à ce qu'on va faire après, ou voilà, on se laisse emporter dans nos pensées, et on est dans cet état d'hypnose qui permet alors d'accéder à l'inconscient et d'aller transformer des choses assez profondément ancrées. D'accord. Ces automatismes dont on parlait d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et tu insistes sur un point important d'emblée, c'est que tu viens différencier l'hypnose de spectacle de l'hypnose thérapeutique. Oui. Est-ce que, au final, l'état provoqué par l'hypnose, que ça soit via le biais d'un spectacle comme peut-être Mesmer, par exemple, ou toi, ce que tu fais au cours de tes séances, est-ce que ça va être le même état ? Oui, on est dans le même état puisque c'est malgré tout cet état hypnotique, c'est l'état inconscient dans lequel on est. C'est le même état, sauf qu'il va pas avoir la même visée. Dans le spectacle, on est là pour s'amuser, pour oublier son prénom, oublier un chiffre, imiter une poule ou ce genre de choses, et se rendre compte effectivement d'ailleurs que ces personnes qui sont sur scène sont volontaires. Elles sont d'accord pour faire ce spectacle, enfin faire partie du spectacle, faire ce que lui demande l'hypnotiseur. C'est le même état en séance, dans l'hypnose thérapeutique, mais dans la douceur. Ouais, okay. On est là avant tout pour aussi se détendre, se relâcher. On vient pour une problématique plus ou moins importante. Et donc, c'est d'abord relâcher le corps pour permettre d'accéder à cet état hypnotique qui ressemble assez fortement à l'état dans lequel on va pouvoir se sentir quand on n'est pas loin de s'endormir. On ne dort pas encore. On sait que s'il y a un bruit qui nous alerterait chez nous, on écouterait, on se remettrait en vigilance pour le coup. On n'a pas spécialement envie de parler et de se lever.
Et en état d'hypnose, il y a de ça aussi. C'est faire parler quelqu'un en hypnose, c'est assez difficile pour lui parce qu'il est très détendu, très relâché. D'accord. Et donc, forcément, on se sent plutôt bien et c'est pas là qu'on a envie de converser très longuement. Oui. D'où le fait de guider aussi très calmement, peut-être on va y revenir après, mais la personne en séance par des demandes relativement simples, des demandes aussi qui permettent d'accéder à certaines pensées aussi très apaisantes. Exactement. Ouais. Donc comme l'objectif, c'est quand même de se sentir suffisamment ouvert, disposé à pouvoir aller travailler dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc être plutôt dans des émotions et des sensations agréables. D'accord. Reposantes, apaisantes. On voit le timbre de ta voix qui commence à induire un peu un état hypnotique. Si je comprends bien aussi, c'est important que la personne qui peut-être va venir consulter un hypnothérapeute soit volontaire pour ça. J'explique un petit peu le fond de ma pensée, c'est-à-dire que peut y avoir des personnes à qui on va dire va voir un hypnothérapeute, ça va te faire du bien. La personne n'en ressent pas forcément le besoin parce que peut-être elle connaît pas. Est-ce que si la personne n'est pas à la base volontaire, ça peut être un blocage aussi? Ah, c'est totalement un blocage. D'accord. On ne peut rien faire, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, il faut que la personne ait envie. D'accord. Alors, il y a effectivement des personnes qui vont venir en disant « on m'a conseillé, mais je ne sais pas ce que c'est », en s'assurant... Enfin, moi, je m'assure toujours que la personne, malgré tout, vient de son propre gré. Enfin, elle a envie d'être là malgré tout, et surtout qu'elle a envie de travailler sur sa problématique. Je prends l'exemple très concret d'une personne qui boit. Si elle n'a déjà pas accepté qu'elle était alcoolique et qu'elle vient pour arrêter de boire définitivement, il n'y aura rien à faire. On ne peut pas on ne peut pas transformer des choses inconscientes si la personne n'en a pas envie. L'inconscient se bloque. Ça veut dire qu'il n'entendra pas l'information ou ce que je peux essayer d'apporter, d'amener de façon à ce qu'il y ait une sorte d'éclaircissement ou voilà, une volonté de changer les choses. C'est quand même quelque chose de très ancré. Enfin, l'alcool, c'est le cas le plus difficile presque. Voilà, moi, je suis plus dans l'accompagnement justement de ce que je disais, cet aspect d'amener la personne déjà à reconnaître qu'elle est alcoolique et qu'elle a besoin d'aide pour s'en sortir. Surtout arriver au bout de certaines années ou une dépendance assez forte. Mais si cette personne-là, même quelqu'un qui vient pour arrêter de fumer parce que sa femme lui demande d'arrêter, voilà, la demande n'aboutira pas. Oui, je comprends. Pour les personnes qui souffriraient d'addiction, par exemple, à l'alcool et qui nous écouteraient, j'entends que peut-être à travers ce que tu dis, il y a un conseil aussi de pré-démarche avant de te consulter. Donc peut-être probablement d'aller voir aussi un addictologue pour mettre en place tout l'aspect peut-être pharmacologique en lien avec la pathologie et également peut-être un suivi psychologique pour essayer de défaire le déni en lien avec le fait que oui, je souffre d'alcoolisme ou d'une autre addiction et à partir de là, à partir du moment où je le reconnais, je peux m'ouvrir à une thérapie alternative. Tout à fait. Ouais. C'est ça, c'est toujours se dire, surtout dans le cas de l'alcool, s'en sortir seul, c'est rarement possible. Enfin, ça arrive, mais arrivé à un certain stade, ils ont besoin d'être suivis médicalement. Et moi, je suis vraiment là en accompagnement, en support. Pas du tout, enfin, en tout cas, dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, on a fini par arriver à ce moment où ils acceptent et ils vont en cure parce qu'ils se rendent compte que l'hypnose ne suffit pas. Ils ont beau vouloir
arrêter. Il y a déjà la démarche qui est là, et pour vraiment s'en sortir, passer par une cure, ou du moins passer par un suivi médical avec les substituts qui leur permettent vraiment d'atténuer au maximum le sevrage. Oui, tout à fait. Et c'est important de le rappeler parce que souvent, c'est un soin dans lequel les personnes peuvent se sentir seules et désarmées, même si à la base, il y a quand même l'envie d'essayer de se soigner. Par où je commence? Le psy, ça peut ne pas suffire. L'addicto tout seul, ça peut ne pas suffire. Mais voilà, le fait de venir faire cohabiter différentes approches et différentes mesures de soins apportera une aide beaucoup plus efficace que d'avoir un soin isolé. Oui, tout à fait. Et souvent, je trouve qu'il y a aussi cette notion de honte. Oui, ils ont honte d'en être là, donc ils se le cachent un peu encore parfois en se disant je bois pas tant que ça, je gère presque, et en fait plus ça déroule et plus on se rend compte qu'ils boivent bien plus que ce qu'ils disent, et qu'ils arrivent à ce moment où justement ils ont perdu le contrôle, ça dépasse toute leur vigilance presque, ils sentent que voilà, c'est nécessaire à différents moments de la journée, voire même la nuit parfois pour certains. Oui, tout à fait. En tout cas, je fais un petit point sur ça parce que voilà, si jamais il y a des personnes souffrant d'alcoolisme qui nous écoutent, on sait aujourd'hui que l'hypnose, en plus d'autres interventions médicales ou thérapeutiques, peut avoir une place importante. Oui, tout à fait. On reviendra peut-être sur les pathologies ou sur les nécessités qui parfois amènent à consulter un hypnothérapeute, mais j'ai aussi envie de te demander qu'est-ce que l'hypnose n'est pas? Donc tout à l'heure tu parlais de l'hypnose de spectacle, mais qu'est-ce que ça n'est pas aussi l'hypnose? Ça n'est pas une baguette magique aussi. Ouais. Justement, on n'est pas dans le spectacle, donc c'est pas une baguette magique. C'est vrai que c'est pour certaines personnes qui viennent me voir, c'est voilà, j'ai besoin de vous, transformez-moi le cerveau. Enfin voilà, je veux effacer cette chose-là. Et puis on n'en parle plus. Et malheureusement, c'est pas ça. Ça demande forcément, donc on l'a vu, la volonté de la personne, l'envie en tout cas de transformer les choses. Ça n'est pas non plus du sommeil, ça c'est important de le préciser. Ouais. Les personnes ne dorment pas. Je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais voilà, cette notion de se dire on ne s'endort pas, on ne perd pas le contrôle non plus, ce n'est pas une perte de contrôle. J'ai des personnes qui viennent me voir en me disant oui, voilà, moi, bon, je suis là, mais je suis pas certain parce que je suis pas sûre d'être réceptif, et puis j'aime beaucoup être dans le contrôle et je suis très très terre à terre, et finalement c'est pas une problématique. Je leur dis mais gardez votre contrôle, bien au contraire, de se rendre compte qu'il y a de ça. C'est la personne, surtout les adultes, ont surtout les yeux fermés, mais ils sont totalement conscients. S'ils s'endorment, ça ne marche pas. Oui, justement, moi, je crois pas trop à apprendre une langue étrangère en dormant. Oui, je lisais un article sur ça, sur une personne qui s'était réveillée justement. Alors c'était différent, c'était pas de l'hypnose, mais d'un coma, et qui s'était réveillée polyglotte. Je me suis dit waouh, il se passe des choses particulières parfois au niveau du cerveau. Mais en tout cas, quand on se réveille d'un état hypnotique, voilà, on change pas du tout tout. Non, il y a pas de ça. Et en plus, surtout, il y a... c'est vrai qu'on parle en hypnose de transe hypnotique. Et certaines personnes se demandent, mais du coup, c'est un changement d'état. Comment je vais savoir que je suis en hypnose? Finalement, il y a... Alors, il n'y a pas peu de choses pour savoir qu'on l'est. Nous, en tant que thérapeute, forcément, il y a des signes assez visibles. Mais on n'est pas dans une transe chamanique, on n'est pas dans quelque chose de psychédélique non plus. Enfin, voilà, c'est juste un état de veille. Oui, un état modifié de conscience. Voilà. C'est-à-dire que la conscience est là, elle est accessible, mais d'une manière différente. C'est ça. Toi, tu utilises aussi la sophrologie. Qu'est-ce que cette approche apporte de différent ou de complémentaire par rapport à l'hypnose? Alors, voilà, les deux pratiques sont complémentaires, à la différence que la sophrologie s'intéresse au conscient. Dans l'hypnose, on l'a vu, l'inconscient, un peu le pilote automatique de ses pensées et même de ses comportements. En sophrologie, on va s'intéresser au corporel. Donc vraiment se dire, quand quelqu'un est stressé, par exemple,
au-delà de sentir des effets sur son quotidien, où il va sentir qu'il perd en énergie, qu'il a du mal à dormir, ça c'est plus des états ou des sensations. Mais corporellement, si on se concentre vraiment sur son corps, on se rend compte qu'il y a des symptômes. Enfin, il y a même des endroits, on va sentir qu'on est contracté au niveau des épaules, la mâchoire serrée, sentir que la respiration est beaucoup plus importante, beaucoup plus vive. Et c'est ce qu'on va aller travailler en sophrologie. Donc vraiment s'appuyer sur les ressentis du corps, où sont les émotions, les ressentir parfois, parce qu'on n'arrive pas vraiment à nommer les choses aussi, se dire je suis stressée mais j'ai aussi d'autres choses. Donc on va aller travailler sur le corps et par le biais du conscient. Vraiment, les yeux sont fermés, on n'est pas loin d'une relaxation aussi. Mais on commence par des mouvements doux, donc on est souvent debout, des gestes lents qui se rapprochent, enfin qui se sont inspirés notamment du yoga, et avec la respiration, la visualisation, des intentions positives, on va aller travailler sur les ressentis, vider des douleurs corporelles, en tout cas les atténuer et se remplir de calme ensuite. Ok, en quelques minutes, là, tu viens de faire mon autoportrait corporel. La respiration, elle est saccadée, il faut essayer de la ramener un peu plus normale. Les contractures, je dis ça parce que je suis sortie il y a pas longtemps d'une séance d'ostéopathie et mon ostéo, au bout d'une heure, elle m'a dit « Je pense que vous auriez besoin de 3 heures » parce qu'elle travaille aussi beaucoup sur le corps, elle fait faire des exercices de respiration. Donc, c'est vrai que les ostéopathes, parfois, ont leur propre aussi technique. Et voilà, ce qu'elle me disait correspond à toutes les caractéristiques là que tu viens de citer. Donc, faudra que je reprenne un rendez-vous ultérieurement. Mais c'est intéressant parce que c'est concret, ça parle. Et puis, tout à l'heure aussi, tu faisais référence à ces personnalités qui arrivaient et qui disaient « Oh, moi, je veux pas perdre le contrôle. Moi, je suis pas trop de ce bord-là. » Ça me fait penser qu'il y a des personnalités aussi d'emblée qui arrivent et qui posent les conditions. Moi, le contrôle, je veux pas le perdre. Donc, en tant que professionnel, c'est aussi, je trouve, les personnalités contrôlantes sont des personnalités qui peuvent, dans leur corps et dans leur respiration, être assez crispées, être assez dans la retenue. Complètement. Donc là, il y a tout un travail de la part du thérapeute aussi pour d'éducation, pour leur assurer, pour leur dire, voilà, c'est votre personnalité, vous allez la garder, mais peut-être que pendant ce temps-là, on va essayer de faire quelque chose pour que vous puissiez essayer de vous abandonner. Essayer de s'abandonner. Je pense que ça rassure un peu de dire, voilà, moi je vous oblige pas, vous faites ce que vous pouvez. Et même vous faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ça, c'est hyper important. S'ils veulent le garder, ce contrôle, moi, ça me pose aucun problème. Bien au contraire, c'est ce qui les aidera à se relâcher davantage. C'est de sentir... en tant que thérapeute, d'ailleurs, il y a vraiment cette notion-là. C'est prendre chaque personne avec son énergie, ses volontés, la façon dont il veut travailler. Et c'est comme ça que ça se passera le mieux. Parce que y a cette notion alors même pas d'abandon, c'est juste voilà, ça se passe avec mes conditions, ça se passe naturellement. Je pense qu'il y a énormément besoin de ça parce que dans l'état hypnotique, c'est ça, hein, c'est un état naturel. Donc la personne y reviendra en se sentant la plus elle-même. D'où l'importance aussi, à travers ce que tu dis, tu vas me dire si je me trompe, du cadre thérapeutique, c'est-à-dire que pour pouvoir entrer dans un état hypnotique, le cadre, l'environnement du thérapeute est important. On peut pas faire ça n'importe où aussi. Ah mais alors... Oui, c'est toujours mieux d'être dans un cadre sécurisant, quelque chose où la personne va vraiment se sentir à l'aise. Ça peut être chez elle, notamment par la visio. Il y a des personnes qui le font en visio. Mais voilà, je trouve malgré tout, en cabinet, il y a cet échange. Voilà, il se passe quelque chose entre deux personnes et il y a un environnement qui se crée, sécurisant, dans lequel la personne se sent bien. Elle en a besoin, ça fait partie des choses dont elle a besoin pour pouvoir arriver à cet état hypnotique.
OK. Et aussi, se dire moi je trouve ça important de le faire plus en cabinet d'ailleurs, Mmh. parce qu'il y a cette notion de, on change de l'endroit où on se sent pas bien ou du moins il se passe des choses. C'est ce que je me disais aussi. Oui. Mmh. Donc, D'accord. et c'est sûr, on pourrait se dire, alors on dit pas n'importe où, mais aussi se retrouver en pleine nature, bon, Mmh. dans un certain lieu quand même, pas au regard de tous, mais voilà, ça peut être Mmh. aussi, bon, ouais, enfin, moi, principalement, je m'égare un peu, mais principalement, ouais, dans un cabinet pour se sentir dans un lieu où on peut parler de cette problématique et Mmh. avancer sur, vers un objectif Oui, ou alors positif. peut-être, parce que c'est vrai, je pensais pas aux téléconsultations, mais ça se fait aussi, enfin en visio de plus en plus. Peut-être démarrer une première séance d'hypnose en cabinet, et puis après, une fois aussi que le thérapeute a enfin, instauré son cadre, Mm. c'est les conditions nécessaires aussi à cet état hypnotique pour suivre ultérieurement en visio, dans un endroit où justement le patient peut aussi être au calme. Donc ça aussi, c'est un cadre thérapeutique que d'avoir un endroit isolé à soi, émotionnel, enfin pas émotionnel, mais un endroit isolé et propice justement à la verbalisation des émotions, mais de manière aussi sécure, hein. Mm. Je me rappelle que pendant le Covid, j'ai fait voilà des consultations psy et en vidéo. Mes patients me contactaient de lieux totalement improbables. Je sais pas si c'est quelque chose qui serait voilà fonctionnel pour l'hypnose aujourd'hui. Alors, comme il y a ce moment où ils ferment les yeux, où ils doivent se détendre, Ouais. c'est ça, c'est est-ce que la plage, un parc bondé, enfin, est propice? Si eux le ressentent comme ça, Oui, pourquoi pas? ça peut. D'accord. Ah ouais, ça pourrait tout le temps qu'ils sentent qu'ils vont pas être interrompus, dérangés, qu'on puisse entendre ce qu'ils disent aussi, parce qu'il y a cette notion, la plupart du temps, ils viennent quand même avec une problématique qui les encombre au quotidien ou dans certaines situations aussi, je pense aux Mhm. phobies. Mais voilà, donc se sentir libre dans l'environnement qu'ils ont choisi pour pouvoir parler librement, Mhm. dire ce qu'ils ont à dire, s'ils sont chez eux aussi, de se dire si ça concerne des membres de leur famille ou voilà certaines choses. Qu'ils ont envie de délivrer, Ouais. se dire que s'il y a la famille tout autour, ça peut être compliqué. Mhm. Et Oui. voilà, de se dire après, s'ils se sentent bien dans un environnement naturel ou autre, ça peut aussi favoriser Oui, d'être oui. en pleine nature, ça Tout à détend. fait. Hein. Moi, j'ai eu une patiente qui avait prévu une fois, alors elle m'avait pas prévenue en amont, mais bon, ça lui convenait et donc bah c'est parfait, hein. Elle était partie en randonnée et elle avait prévu une pause à l'heure de notre rendez-vous et elle m'a fait la consultation en visio en haut d'une montagne. D'accord. Euh, on a eu de la chance au niveau du réseau, Oui, ça a surtout. coupé que sur les 5 dernières minutes, mais voilà, c'est assez exceptionnel. Mais je pense, comme tu dis, l'environnement, voilà, elle était seule, en pleine nature, dans enfin, un endroit qui lui parlait, qui lui faisait du bien, et ça s'est très bien passé aussi comme ça. Ouais, à la Mm. limite, est-ce que tu as presque senti qu'elle était même plus ouverte Ouais. Tout à fait, ouais, moins dans la toujours. crainte d'être entendue si quelqu'un voilà était amené à rentrer à la maison, si quelqu'un passait derrière la porte, voilà, parce que parfois toutes les conditions ne peuvent pas être réunies pour le patient qui fait une visio, même si nous thérapeutes voilà on le rappelle, mais oui effectivement plus ouverte, plus apaisée, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe. Oui, complètement. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des phobies. Oui. Quels sont les motifs de consultation les plus courants? Bah, la phobie arrive en troisième. La première, ça va être tout ce qui va être autour des émotions. Et enfin, j'englobe beaucoup les émotions, mais dedans, je vais mettre l'anxiété, les problèmes de sommeil, Ouais. le stress,
les crises d'angoisse. Il va y avoir aussi, en deuxième, ça va être le poids, mais souvent, il y a aussi cette part émotionnelle. C'est-à-dire que pour certaines personnes, leur problématique de poids est due à de l'alimentation émotionnelle. Donc, sentir qu'il y a une sorte de compensation qui se joue le soir, en journée, télétravail aidant beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, ça va être surtout ça. Ça va être très lié aux émotions, donc stress, tout ce qui va être lié même aux examens, je pense aux enfants et aux adolescents. Toute cette part, pour moi, ça va être vraiment la partie émotion. J'y mets aussi la dépression, mais légère, les personnes en burn-out ou une retraite qui se passe pas très, très bien, ou ce genre de choses. Voilà, ça va être vraiment le gros bloc, presque les trois... Non, pas les trois quarts. Les 3/5 des personnes que je peux recevoir. D'accord. Viennent ensuite donc tout ce qui est lié aux problématiques de poids. Et ensuite aussi les phobies. Tant pour la sophrologie que pour l'hypnose? Ou est-ce qu'il y a quand même une différence entre les deux dans les motifs de consultation? Alors souvent, ils viennent, ils ont presque déjà choisi majoritairement l'hypnose. Et certains vont me dire, je suis pas... j'ai déjà essayé la sophrologie, je sais que vous en faites, mais ça m'avait pas trop plu, je veux plus aller travailler dans la partie inconsciente. Sans qu'ils sachent exactement forcément ce que ça inclut. Et après, d'autres personnes qui choisissent délibérément la sophrologie, peut-être presque parce que l'hypnose leur font un peu peur. D'accord. Donc ils ont déjà déterminé ce qu'ils souhaitaient. Et certaines personnes me disent, voilà, je sais que vous faites les deux, voire les trois, parce que je fais un peu de programmation neurolinguistique aussi, mais plus associée à l'hypnose, pardon. Donc, c'est pas une séance en elle-même. Elle fait partie de la séance, mais pas à proprement parler. Et donc, voilà. Et après, on peut jouer avec les deux. D'accord. Enfin, jouer, c'est pas le terme, mais on peut faire, on peut faire toutes les personnes que je vais sentir pas forcément très au fait de ce qui se passe dans leur corps, notamment problèmes de sommeil, tout ce qui va être lié au stress, à l'anxiété et même les phobies d'ailleurs. Hein. Où est-ce que ça se déclare en eux? Ce que je disais un peu tout à l'heure. Vous êtes stressé, mais comment vous le sentez? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes stressé au-delà du fait que votre médecin vous dit que vous avez de l'hypertension? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Et si je les sens complètement déconnectés, je peux leur proposer de la sophrologie, leur dire voilà, la sophrologie, c'est beaucoup aussi d'autonomie, se dire on leur montre des exercices, on leur montre une façon d'être au quotidien, et à eux de trouver ce qui leur correspond, ce qui leur fait du bien pour pouvoir atténuer les symptômes et se rendre autonomes dans la gestion de leurs émotions. D'accord, ok. Charlotte, est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire ou nous donner des aspects un petit peu plus concrets sur comment se déroule une première séance? Alors, on va là peut-être cibler l'hypnose, mais une première séance d'hypnose, ça se passe comment? Alors, on est beaucoup dans l'échange. Avant tout, on parlait tout à l'heure du cadre sécurisant, et il y a de ça, c'est de se dire, la personne vient avec une problématique assez lourde, n'en a pas forcément parlé à beaucoup de personnes, en tout cas dans les termes les plus profonds de ressenti des choses. Donc c'est avant tout un échange, un moment où ils vont pouvoir déposer ce qui les embête, enfin les encombre souvent au quotidien. Et alors voilà, c'est avant tout, on commence par parler de la problématique, et assez rapidement, on va s'orienter plutôt vers les solutions, ce qu'ils souhaitent, parce qu'on a conscience de ce qui ne va pas, de ce qu'on ne veut plus, mais qu'est-ce qu'on veut alors? Et vraiment, c'est une transformation, de se dire à partir de là, une fois qu'on a presque posé les valises un peu lourdes, on les lâche, on les laisse presque là posées à terre, et là on part sur construire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour que ça aille mieux? Donc on va aller chercher, on va déterminer un objectif. Donc voir déjà si dans leurs ressources intérieures, ils ont déjà essayé de mettre en place des choses, jusqu'à arriver à une phrase d'objectif positive.
On parlait tout à l'heure du stress. Une personne qui dit, voilà, je suis stressée, ça m'encombre. On peut aller même parfois jusqu'à des crises d'angoisse. Donc, que souhaitez-vous pour vous? Je veux me sentir plus léger, je veux me sentir bien au quotidien. Voilà, enfin, il peut y avoir plein de mots. Sentir que je suis dans un équilibre de vie, dans le bien-être. Voilà, il y a tout plein de choses qui vont... voilà, et donc on n'est plus sur la part de stress et les symptômes qui se déclenchent, mais on est sur, voilà, ce que je veux, c'est me sentir heureux ou léger au quotidien. Et donc forcément, qu'on ait eu le temps de faire une séance d'hypnose ou de sophrologie, d'ailleurs, ils repartent avec une sensation presque de clarté. Ils savent déjà vers où ils vont aller. Pas forcément en une séance, mais progressivement se dire, voilà, je sais que ce que je veux, et même déjà, c'est comme planter une petite graine, se dire, je veux me sentir bien. Il y a un horizon qui se dessine Oui. et en fin de compte, on voit à travers ce que tu dis que il y a quelque chose de très concret. Oui, c'est important parce qu'on est dans les pensées et les comportements. Donc forcément, au-delà d'un idéal que l'on souhaiterait, il faut que ça s'inscrive dans le quotidien et que ce soit même cohérent avec son environnement, avec les personnes avec lesquelles on vit aussi. Si c'est dans le travail, se dire il y a des choses qu'on souhaiterait qu'on ne peut pas forcément mettre en place, mais de se dire à partir du moment où c'est quelque chose de cohérent, de concret, vers lequel on peut aller, eh ben on y va beaucoup plus facilement. Il y a déjà beaucoup de barrières qui peuvent tomber comme ça, en se permettant de se dire, voilà, je sais vers où je vais. Oui, et si je comprends aussi ce que tu dis, et c'est super important de le rappeler, c'est que l'hypnothérapeute choisit pas pour son patient, c'est son patient qui choisit pour lui, à l'aide d'une suggestion de l'hypnothérapeute, qu'est-ce que vous voulez maintenant. Voilà, c'est ça. On est vraiment dans qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir arriver à vous détacher de ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste pour vous et qui pourrait vous permettre de vous sentir déjà mieux ou même plus que mieux souvent. Et là, on parlait par exemple d'une addiction au tabac, mais pour les personnes qui aimeraient essayer de se détacher, par exemple, d'un souvenir traumatique ou d'essayer de retrouver un souvenir, est-ce que c'est quelque chose de possible à travers l'hypnose ? Alors, tout ce qui est lié aux souvenirs ou des choses que l'on aurait oubliées, c'est très très sensible. Ouais. Vouloir, alors, on va presque faire une différence. Il y en a une. Vouloir effacer un souvenir, ça me semble compliqué parce que ça fait partie de la personne. C'est une expérience aussi traumatique qu'elle ait pu être vécue. Ça fait partie de la personne. Et c'est ce qui fait qu'elle est. Comme elle est à ce moment-là. Ouais. Mais surtout, c'est de se dire, ce qu'il y a d'important dans un événement traumatique, c'est de se dire, je peux en parler sans qu'il y ait forcément d'émotion. Presque se sentir comme si on y était à nouveau. Je pense par exemple à un accident de voiture. On peut en parler en disant oui, voilà, j'ai eu un accident, et se mettre à pleurer, vraiment sentir palpitation, le cœur qui bat, comme si on y était encore, être vraiment encore dans ce moment. Donc ce qu'on peut faire en hypnose, c'est ça, c'est aller travailler, presque, j'ai envie de dire, lisser les émotions de façon à se dire, ça fait partie de mon passé, mais ça fait partie du passé et je peux en parler de manière très limpide, très presque, contrôler non, mais je peux en parler simplement. Comme je raconte que, j'exagère, mais j'ai fait la cuisine hier soir.
Oui, il y a une séparation quelque part entre l'événement qu'on peut aborder, mais la charge émotionnelle liée à l'événement, elle peut devenir moindre Oui, c'est ça. grâce à l'hypnose. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en hypnose, c'est s'arranger pour que la personne se sente calme. Et même, souvent, c'est ça, c'est qu'un événement traumatique peut amener ensuite à des crises d'angoisse dans certains lieux, en prenant les transports ou autres, ou ça peut être au bord de la mer, dans la piscine, voilà, ça déclenche des phobies aussi. Mais voilà, de se dire que on peut enlever toute la charge émotionnelle, de façon à pas revivre les choses, que ce soit plus calme. Et pour ce qui est de retrouver un souvenir, plus on travaille. Alors, il y a des personnes, j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant voilà, je me souviens pas de mon enfance. J'aimerais essayer d'y retourner pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors là, il faut vraiment cadrer les choses, border les choses. Quelle est l'intention d'aller rechercher des choses qui se sont passées dans l'enfance que votre cerveau a quand même occulté, a oublié, Tout à fait. presque consciemment, sciemment. Si c'est parce qu'il doute qu'il aurait peut-être arrivé quelque chose dans l'enfance, ça, moi, j'y touche absolument pas. Je pense même ça très dangereux. Enfin, là, c'est plus des psychologues qui vont le faire et qui pratiquent l'hypnose, qui va être quelque chose d'hyper cadré, ce qu'on touche au souvenir malgré tout. C'est-à-dire le fait de se remémorer même de quelque chose dont on ne se souvient pas, c'est aller toucher à des souvenirs. Est-ce qu'ils sont réels ou pas ? Ça, c'est pas... je pense que là, pour le coup, ça dépasse mon cadre complètement. Donc, toutes ces questions-là, toutes ces demandes-là, moi, je n'y réponds pas. Une personne est venue me voir en me disant, voilà, j'ai des enfants qui me posent des questions sur mon enfance à moi, en disant, et toi, comment c'était ? Il me dit, jusqu'à mes 9 ans, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pas le pourquoi, moi, j'explique toujours. Le pourquoi, c'est plus la psychologie. Moi, je suis plus dans le comment. À quoi ça va vous servir d'aller rechercher des souvenirs entre vos 3-4 ans jusqu'aux 9 ans, pour pouvoir en parler à mes enfants. Donc là, on sait que on peut aller rechercher plutôt des souvenirs heureux, des anecdotes, des choses qui se sont passées, mais avec toujours cette non-garantie qu'on est dans le réel. Oui. L'inconscient, c'est aussi la même chose que l'imaginaire. Se souvenir même, nous, de choses de l'enfance, il y a la façon dont on nous l'a raconté, les quelques souvenirs que l'on a, et aussi le fait d'y toucher qui fait qu'on peut transformer le souvenir. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire, mais auxquelles moi je ne touche pas. Je préfère orienter la personne dans des cas comme ça vers un psychologue ou psychothérapeute, psychanalyste peut-être même. Oui, tout dépend qui pratique l'hypnose. De la spécialité. Ça peut être un psychiatre, ça peut être un psychanalyste ou un psychologue qui a une approche hypnotique peut-être différente pour pouvoir, j'ai envie de dire, peut-être gérer ce qui va en ressortir aussi derrière. Oui. Est-ce que justement un soin en séance, alors je reste sur l'hypnose, mais on va revenir peut-être un petit peu après sur la sophrologie, mais est-ce qu'il est possible pour les patients de poursuivre un état hypnotique à la maison à travers de l'auto-hypnose à partir de consignes peut-être que toi tu donnes ou donnent les hypnothérapeutes? Alors, comme on le disait tout à l'heure, l'auto-hypnose, on y est finalement beaucoup de fois dans la journée. Mais le moment propice pour presque se suggérer des choses à soi-même, ça va être presque avant de s'endormir. Ou quand on est en état, on se fait une sieste, ou on sent qu'après, très rapidement, on rentre dans ses pensées. Et après, oui, ça peut se... Quand j'ai des personnes qui me le demandent, qui se sentent, j'ai presque envie de dire, capables de faire de l'auto-hypnose, parce que c'est très compliqué à suivre. Être dans un état de relaxation, c'est faisable pour tout le monde, parce qu'on le fait quand on va s'endormir.
mais vraiment essayer de poursuivre presque un protocole soi-même, on se rend compte que très vite on part dans nos pensées, parce qu'on est dans cet état-là. L'état d'hypnose, c'est quand on est voilà, une idée après l'autre et on les suit, donc on s'égare très vite. Oui. Et d'ailleurs, en hypnose, c'est l'un des éléments qui permet de savoir si on est en hypnose ou pas, c'est de sentir qu'on décroche et qu'on revient. Qu'on part, on se laisse, je sais pas, ah oui, tout à l'heure, il faudra que je fasse une lessive. Et hop, on revient, ah oui, c'est vrai, je suis en séance, je suis en train de faire quelque chose. Charlotte m'a demandé de faire des choses, par exemple, mais voilà. Mais c'est bien que tu parles de ça, parce que ça veut dire que y a des gens qui parfois peuvent dire, voilà, c'est compliqué de me concentrer, je pars ailleurs. En fait, c'est quelque chose de normal que de partir ailleurs. Oui. Le tout est à chaque fois d'essayer de revenir. Oui, exactement. Et souvent... mais même dans le quotidien, on se rend compte qu'on est très vite dans nos pensées, on se dit il faut pas que je pense. C'est impossible de ne pas penser. Donc c'est vraiment se dire, on laisse défiler chacune des pensées sans s'y accrocher. Et revenir à chaque fois, sentir que quand il y en a une qui nous a emporté, hop, on revient et on revient à ce que l'on souhaitait faire, ou quand c'est le cas de l'auto-hypnose par exemple, se dire voilà, je dois imaginer je sais pas, une image positive, et bien là c'est d'y revenir aussi, aussi souvent que notre imaginaire nous a presque emporté. Se dire que c'est pas grave. Oui, on va pas dire à quelqu'un surtout ne pense pas à l'ours blanc, parce qu'on sait que qu'est-ce qui va se passer. On y pense tout de suite. On pense à l'ours blanc, mais c'est important de le rappeler, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire bah voilà, moi ça marche pas sur moi, je m'évade, alors qu'en fin de compte c'est normal de s'évader quelque part. C'est normal de s'évader parce que on le fait toute la journée, on le fait tout le temps. On s'évade tout le temps, on n'est jamais concentré à 100%, ou pas en tout cas sur un nombre d'heures très long. Même souvent, ça se compte en minutes. Un élève en classe, je crois qu'il décroche au bout de 20 minutes. Donc, des personnes qui sont en réunion toute la journée, on sait qu'ils ne sont pas à 100% tout le temps. Il y a toujours un moment où voilà, les pensées sont là. Ok. Constamment. Oui. Et ça, c'est quelque chose de normal. Oui. Tout à l'heure, on parlait des crises d'angoisse, des états justement anxieux. Est-ce que on connaît aussi voilà, l'importance de la respiration pour pouvoir essayer de gérer une crise d'angoisse? Est-ce que par rapport à ça, toi, dans ta pratique, ça va plus être la sophrologie, du fait de l'intervention peut-être un peu plus prononcée de la respiration qui va jouer? Ou est-ce que ça va être l'hypnose? Ou est-ce que ça va être les deux? Comment ça se passe par rapport à un état d'angoisse? Alors, comme tu dis, la respiration, ça reste dans tous les cas le socle que j'utilise autant en sophrologie qu'en hypnose. Notamment la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est vraiment remettre l'équilibre au niveau du système nerveux par le biais de la respiration, de façon à faire baisser l'hormone du stress, le cortisol, et faire monter les bonnes hormones. Donc même moi c'est presque le point d'ancrage que je vais utiliser pour toutes mes séances, c'est toujours dire aux personnes, respirez, voilà, prenez le temps consciemment de sentir cet air dans votre corps, que ce soit séance de sophrologie. La sophrologie, on l'utilise pratiquement toute la séance. Hypnose, je l'induis en leur disant de revenir à cette respiration. D'accord. Et se dire en plus que, je dis vraiment point d'ancrage, parce qu'il y a de ça, c'est de se dire à chaque fois que la personne respirera calmement, elle se souvient qu'elle l'a fait en séance, que ça lui a fait du bien. Quand elle le reproduit chez elle, elle se sent bien aussi. Et donc se dire, voilà, ne serait-ce que par la respiration, on peut déjà calmer beaucoup d'états anxieux. Calmer, apaiser. Et après, dans le cas des crises d'angoisse, on est quand même sur un état d'alerte du corps qui considère, pour une raison qu'on ne comprend pas forcément, que cette situation d'être entouré de personnes induit un état d'alerte, un état de stress. Donc vraiment, c'est le cerveau envoie le signal au corps, presque qu'il est en danger.
Ouais. Donc, les palpitations, ce que d'ailleurs décrivent toutes les personnes, hein. Les palpitations, le cœur qui s'emballe, la respiration qui commence à s'accélérer. Ça va parfois même jusqu'à sentir qu'on a les doigts qui s'engourdissent, Oui, les tout à membres, fait. etc. Et ça, c'est l'hyperventilation. C'est le fait de Mhm. respirer très, très Rapidement. vite. Mhm. Et donc, le corps génère cette adrénaline et ce stress pour pouvoir presque fuir. Enfin, c'est vraiment ça, c'est courir le plus vite possible de l'état, enfin de la situation urgente, stressante et Aller même se mettre en dangereuse. sécurité. Mhm. Exactement. Et c'est pour ça que les personnes ont cette impression de dire, voilà, j'étouffe, il fallait que j'aille dehors, que voilà, je sorte de la salle, que je sorte de l'endroit où j'étais. Et souvent, quand c'est dans les transports, c'est assez compliqué parce que ils peuvent pas descendre, ce qui peut créer des phobies Ouais, tout à plus fait. importantes et des crises d'angoisse en se disant que au bord d'un avion, d'un train, d'un bus, tout, d'ailleurs, tout, même voiture, hein, parfois, ils sont en état de crise et ils ne peuvent pas sortir de l'habitacle ou du wagon ou Mhm. de l'avion. Oui, tout à fait. Donc ça va vraiment être se dire la respiration, revenir au corps. Donc ça peut être de la sophrologie s'ils sentent qu'ils sont presque décorporés. Ils ont souvent cette impression de sortir. Je suis presque sortie de mon corps. Je voyais les choses de l'extérieur. J'avais plus aucune sensation. Donc c'est revenir au corps. Mhm. Revenir au corps. L'ancrage, sentir qu'on est bien posé, bien ancré dans son corps, qu'on laisse revenir à l'ancrage, voilà, c'est revenir, c'est avoir vraiment les pieds au sol. Alors ça se fait beaucoup en énergétique, ça se fait dans le sport aussi, se dire voilà, j'ai les pieds bien posés et voilà, je me libère de tout ce qui est en trop dans mon corps. Si je suis pas capable voilà, d'emmagasiner tout ça, par la respiration, j'évacue, d'avoir cette sensation de se dire, voilà, j'ai les pieds posés bien au sol, on revient aux sensations de son corps. Et là, on peut commencer à sentir que le corps s'apaise. Donc, s'ils se sentent capables, voilà, de revenir à des exercices de sophrologie qu'on aura vus auparavant, se dire en cas de crise, voilà, je me souviens, je peux voilà, ouvrir les bras, ouvrir ma cage thoracique, me permettre de retrouver ma respiration ample, lente. Et en hypnose, ça peut être un geste que l'on a activé, utilisé pour se dire, à chaque fois que je croise les doigts, je reviens à des sensations agréables, donc apaiser aussi le corps et l'esprit. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qui peuvent être mises en place. Tu parlais aussi d'ancrage, c'est vrai que voilà, il y a des techniques qui peuvent être peut-être accessibles aux tout venants ou voilà, quand je sens que je gère plus les choses parce que l'angoisse est prenante, essayer de pouvoir citer 5 choses autour de soi qu'on voit, Oui. 4 choses qu'on peut sentir. Tu connais cet Oui, exercice-là? cette technique, je la trouve très bien, mais même pour se reconcentrer aussi parfois. Mais c'est vrai, c'est le 5, 4, 3, 2, 1. Tout à fait. Alors, il y en a des différents et ça peut être ces 5 choses qu'on voit parce que c'est en plus la vision, la vue, c'est quelque chose plus d'assez... facile, ouais. Mhm. Et ouais, je trouve ça très bien. En fait, c'est ça, c'est de revenir à des toutes petites techniques qui vont permettre de se concentrer sur autre chose aussi, défocaliser sur sa crise d'angoisse et vraiment d'ouvrir. Parce qu'il y a presque cette impression, cette sensation de se sentir comprimé dans son corps. Mhm. Donc revenir à l'extérieur, ce qui se passe d'abord dans son corps, accepter aussi, parce que souvent... c'est quelque chose de tellement fort qu'on a peur d'avoir une crise d'angoisse aussi au bout d'un moment. Tout à fait. Ça peut arriver. Donc c'est de se dire, on revient au corps et surtout à l'extérieur. Et à partir de là, on peut commencer à sentir qu'on maîtrise quelque chose. Oui, la peur d'avoir peur. Oui. Qui parfois peut c'est être un simple, un déclencheur avant même d'être dans la situation phobogène. Oui. Mhm. Alors, on a beaucoup parlé des adultes, mais pour les enfants, voilà, en consultation de sophro, en consultation d'hypnose, est-ce que c'est une façon particulière de travailler ou est-ce que c'est dans la continuité des adultes ? Alors, c'est complètement différent des adultes. Ouais. Un enfant ne tient pas en place sur un fauteuil et il ne ferme pas les yeux au moment de la séance d'hypnose. Ouais. C'est presque naturel chez un enfant. Ça veut dire qu'il est... très longtemps dans l'imaginaire d'ailleurs, c'est les ondes d'hypnose, c'est les ondes θ. Et un enfant jusqu'à 7 ans, il est dans ces ondes-là.
C'est-à-dire des ondes assez lentes où il incorpore, il enregistre tout son environnement, toutes les situations qu'il vit, ça devient presque son disque dur pour toute la vie. Donc 7 ans jusqu'à, je pense, facile 11-12 ans, un enfant, un préado, n'a presque pas besoin d'induction, enfin de sentir qu'on détend son corps. Là, j'utilise quand même ça, D'accord, mais ouais. c'est beaucoup dans l'imaginaire. Et pour eux, voilà, le monde imaginaire, en une seconde, ils y sont. Donc, en séance d'hypnose, c'est pareil. C'est vraiment, est-ce que tu peux imaginer ça? Oui. Alors, tu me dis quand tu l'as imaginé, il est là comme ça, à me regarder ou pas. Il me dit c'est bon. Et on déroule comme ça, on avance. Ça va. C'est hyper ludique. Alors en plus, c'est ça, c'est qu'on peut le faire aussi. On peut faire de l'hypnose en dessinant. Oui. Ouais, c'est-à-dire, tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, j'ai une façon, enfin, il y a une manière de faire où, en fait, la plupart du temps, quelque chose qui nous dérange, on va s'en faire, en tant qu'adulte, plutôt une image, une photo. On va se dire, voilà, je mets dedans tout ce que je ne veux pas. Et à côté, je vais créer une image parfaite de ce que je souhaite pour moi. D'accord. Et donc, par le dessin, je vais dire à l'enfant, mais qu'est-ce qui te dérange finalement? Qu'est-ce qui te gêne? Donc, je vais le laisser dessiner. Je dis, tu prends tout ton temps, surtout, tu mets bien tout dedans. Donc, hop, il va faire son dessin. Et je lui dis, est-ce que ce dessin, est-ce qu'il est agréable? Est-ce que quand tu le vois, ça te fait du bien? Non. Bon, qu'est-ce qu'on en fait alors? Eh ben, on l'écrase, on le déchire, on l'écrabouille, on le transforme en 1000 morceaux. Donc, il fait l'action. Donc, ça veut dire que je vais demander aux adultes de l'imaginer. Lui, il va vraiment le faire. Et après, je dis, alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'aimerais, toi? J'aimerais ça. Et donc, il va le dessiner. Ça n'a souvent rien à voir avec ce qu'il veut, mais ça représente déjà, dans le futur, ce que lui souhaiterait. Je me souviens d'un enfant qui s'était dessiné avec sa sœur en train de jouer. Et ça avait mais strictement rien à voir avec le travail qu'on avait fait. Mais lui, c'était ça. C'était, voilà, je suis heureux quand je joue avec ma petite sœur et qu'on joue dans le jardin, etc. Donc déjà, plus dans l'émotion, et c'est ce qu'on recherche en plus, se dire, il est heureux quand il joue avec sa sœur, et ben voilà, dans le travail qu'on a fait, ce qu'il veut, c'est être heureux en se débarrassant du dessin et de tout ce que ça représentait. D'accord, et ça peut peut-être témoigner du fait que je joue pas assez avec ma sœur, ou elle est trop petite, j'ai hâte qu'elle grandisse pour pouvoir jouer avec elle. Est-ce qu'il y a peut-être aussi, à travers le cas que tu cites, des interprétations aussi possibles de ce genre, et du coup qui te permettent, toi, voilà, d'en parler après aux parents concernant les besoins de l'enfant? Ou est-ce qu'on reste vraiment dans l'imaginaire, ce qui se produit en séance après, voilà, ça lui fait du bien, il y a l'avant qui pose problème, il y a le présent et ce qu'il veut, et puis ça s'arrête là? Alors, je fais très peu d'interprétations parce que, enfin, je trouve surtout avec les enfants, n'ayant pas la possibilité forcément de comprendre aussi ce qu'ils dessinent parfois. Enfin, ou en tout cas, je pense que là, c'est plus un travail psychologique. Quand les parents disent « Ah, mais je vois qu'il a dessiné ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça me fait penser à... » Je dis, voilà, c'est peut-être une piste. Parlez-lui en et voyez ce qui se passe. Peut-être qu'il vous parlera de quelque chose qui, moi, ne m'évoque pas quelque chose, mais si vous mettez le doigt dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à discuter en dehors de la séance. C'est surtout ça. Ça peut ouvrir... je me souviens d'un enfant qui était mutique sélectif. Donc, ça veut dire qu'il parle à ses parents, à l'entourage très proche, et par exemple, pas à l'école. Il peut parler à ses copains de classe, mais pas forcément aux adultes. Et donc, le père un peu démuni était arrivé jusqu'à mon bureau. Et donc, on avait fait 3 séances. La première, il avait déjà assez vite évolué. On avait, pour le coup, travaillé, comme il ne parlait pas, c'était juste lire des livres, jouer avec des peluches, commencer à lui dire laquelle te représente, et est-ce qu'il y en a une qui te dérange. Voilà, juste déjà parler comme ça, enfin le faire juste par le mime, par tout plein de choses. Et ensuite, donc déjà deuxième séance, il me parlait. On discutait tous les deux.
Donc déjà, c'est qu'il s'était Oui. senti suffisamment à l'aise et de sentir qu'il y avait déjà quelque chose qui s'était passé en première séance. Et là, il avait fait un dessin. Pour le coup, c'était pas le protocole, enfin la technique dont je parlais tout à l'heure. C'était plus, on arrivait à un moment où on n'arrivait pas à démêler le nœud. On n'arrivait pas à démêler le fil. Donc je lui avais dit, bah écoute, est-ce que tu veux dessiner ? Oui, oui. Et là, il avait en fait dessiné une machine qui lui permettait de parler sans se sentir timide. Donc, alors, c'est lui vraiment qui a inventé le truc. Et donc, il faut passer par là, et puis il y a un tuyau par là, etc. Et son père avait été hyper impressionné en disant, mais à un moment donné, il a parlé de ça et tout. Et donc, en fait, se dire, je dis, bah moi, oui, je vois qu'effectivement, ça lui fait du bien, que ça l'a soulagé. Enfin, vraiment, il en parlait. Il voulait rapporter le dessin, le montrer à sa maman, à ses sœurs et tout. Il avait trouvé la solution. Il avait trouvé la solution lui-même. Le mutisme sélectif qui est un trouble anxieux aussi, et donc qui peut provoquer pas mal d'angoisse, notamment chez les enfants. Et du coup, je me demandais, est-ce que pour les parents qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des petites techniques qui peuvent être données pour aider les enfants à gérer un état anxieux à la maison ? Moi, je connais celle de la respiration papillon, par exemple, où on indique aux enfants de mettre les bras comme ça, et puis quand on inspire, on lève un petit peu les bras, donc ça c'est un peu de la sophro, et quand on expire, le papillon, il va ramener ses ailes près du corps, et ainsi de suite. Donc l'enfant, il peut essayer d'imaginer le papillon qui respire à travers les mouvements des bras. Des fois, ça apaise, ça marche bien, surtout chez les petits. Est-ce que ça soit en sophro ou en hypno, il y a des petits exercices qu'on peut faire à la maison avec son enfant ? Oh oui. Oui. Souvent, enfin, ne serait-ce que exprimer l'émotion, qu'il ait conscience des émotions. Je trouve que les enfants ont souvent, presque, c'est pas honte, mais ils sentent que ils ont pas forcément le droit aux émotions. La colère, faut pas crier, faut pas pleurer. Faut être sage. Ça, souvent, c'est pas ce qu'ils me disent, mais voilà, pour avoir travaillé en maternelle, il y a cette notion où, en fait, souvent, ils ont l'impression que toute émotion excessive n'est pas autorisée. Donc, moi, je trouve ça important pour les enfants de le dire. C'est même pour les parents, dire t'es en colère et exprime cette colère. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, pas quand il crie, parce que la plupart du temps, il est capable de rien, parce que c'est hyper fort. Enfin, en plus, il y a cette histoire de, je crois, cortex préfrontal qui est pas totalement mature, ce qui fait qu'en fait, tout est explosif, autant sur la joie que sur les émotions fortes, notamment la colère. Et voilà, c'est leur dire d'exprimer les choses, qu'ils le fassent une bonne fois pour toutes, et souvent en 3 minutes, 5 minutes, c'est réglé. Et de parler après, c'est donc tu t'es senti en colère, et est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais pu faire ? Donc revenir à la respiration, effectivement, quand c'est possible. Et après, c'est de sentir... moi, je trouve souvent, c'est avec les enfants, c'est de revenir à qu'est-ce qu'ils ont senti dans leur corps. C'était quoi ? Comme un volcan, et du coup, le volcan, il a explosé. Et beaucoup sur les images. Et jouer avec les images, ou même jouer avec leur peluche, ou même des petites figurines avec lesquelles ils adorent jouer. Et voilà, dans le dialogue, dans la discussion, et souvent, il se passe des choses... des choses qui sont dites, où ils sortent presque d'eux. C'est le personnage qui parle, ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Mais ouais, ça va être respiration. Quand ils sont allongés le soir, qu'ils sont un peu excités, on peut utiliser de la poudre magique, dire on met de la poudre magique sur la tête, ou une petite plume magique qui va descendre sur tout le corps, et que sentent corporellement ce qui se passe. On endort le bras, on endort le ventre, on endort les yeux. Ça peut marcher ou pas marcher, mais voilà, c'est toujours revenir à cette notion corporelle. Très bien. Charlotte, pour conclure ce podcast, si on devait transmettre une chose aux auditeurs qui hésitent encore à consulter, qui se sentiraient perdus, mais néanmoins pour lesquels l'hypnose ou la sophrologie pourrait être une aide, qu'est-ce que toi tu aimerais leur dire ?
Plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il faut se laisser aussi, la sophrologie, l'hypnose sont des thérapies, brèves, Mhm. mais thérapie brève, c'est jusqu'à 2 années, de thérapie. On n'en est pas du tout là, pour, la sophrologie et l'hypnose, c'est plutôt très court, mais jamais en une séance. Enfin, ça arrive, Oui. hein, qu'il y ait des transformations en une séance, mais il faut se laisser, voilà, faut s'engager presque, j'ai envie de dire, sur 2-3 séances en moyenne. Plus s'il y a besoin, ça dépend aussi de chaque problématique. Mais voilà, cette notion, c'est pas immédiat, il se passe des choses dès les premières séances, mais c'est jamais fulgurant, enfin, c'est pas toujours fulgurant. Oui. C'est pas, on le disait au tout début, c'est pas une baguette magique. On n'est pas dans hop, ça y est, c'est terminé, la séance, c'est fini, vous vous souvenez de rien. Enfin voilà, comme on l'a vu vraiment, on est conscient, on est acteur de son avancement, d'atteindre son objectif. Et après, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas obligé d'aller très très mal pour consulter. Oui. Mhm. Et même quand on a déjà suivi un accompagnement, que ce soit dans quelconque thérapie, hein, d'ailleurs, se dire, voilà, c'est quand on sent qu'il y a presque un petit grain de sable dans les rouages, ça vaut le coup d'aller consulter un peu en anticipé avant de sentir qu'on perd totalement les bénéfices des séances précédentes, qu'elles datent de 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais voilà, ne pas hésiter à consulter pour repartir dans les rails avant d'aller trop loin. Oui, puis procéder comme ça, c'est être à l'écoute aussi de son corps. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, sans forcément que ce soit quelque chose de pathologique ou de grave, et de se dire, bon, peut-être que là, je vais m'accorder ce temps pour essayer de comprendre pourquoi je me sens différente, il y a quelque chose qui m'échappe, et du coup, accéder à un soin comme l'hypnose. Et puis, ton message avait sa place parce que je trouve qu'on est dans un monde où tout va vite et où tout doit aller vite. Et parfois, on veut enfin, c'est aussi normal, mais on veut se soigner vite. Simplement, c'est pas comme ça que ça se passe. Le corps, il a aussi, et le mental ont aussi leur propre temporalité, ont aussi, tout ce temps avec lequel ils ont vécu, avec la difficulté, et sans défaire aussi du jour au lendemain. Et ben c'est pas comme ça que ça se passe. Donc prendre le temps aussi pour soi, pour essayer de se comprendre, pour essayer de travailler sur un problème, c'est aussi un temps qui est important, et il faut pas vouloir aller trop vite, même si en plus de ça, ça ne peut pas aller trop vite. Ouais, comme tu dis, c'est qu'il y a vraiment cette notion de corps et d'esprit. Il faut du temps à l'esprit aussi pour changer de fonctionnement, changer de comportement et de pensée. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a une problématique depuis de nombreuses années qu'il faudra beaucoup de temps pour s'en défaire. À partir du moment où le temps est venu presque, on sent parfois voilà, qu'il est temps de se défaire de quelque chose. Ça peut aller vite, mais voilà, c'est pas fulgurant au point d'une séance. Mais voilà, se laisser le temps, comme tu dis, choisir presque aussi sa fréquence, sa durée. Je laisse vraiment le champ libre parce que ça a un coût aussi. Bien sûr. Donc se dire, voilà, il y a un engagement financier, de temps, et on sait qu'on le fait pour soi surtout. Et de se dire, voilà, en se laissant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour changer les choses. C'est surtout en se disant que ça a un bénéfice sur son quotidien et puis sur l'avenir surtout, ça vaut le coup. Oui, effectivement. Prendre soin de soi, ça vaut le coup, et puis c'est super important. Exactement. Mais en tout cas, merci Charlotte. Avec grand plaisir. Pour toutes ces informations très, très riches et très intéressantes. Je suis sûre que ça va aider pas mal de personnes, surtout que l'hypnose et la sophrologie, comme toute autre technique, sont souvent assez répandues. On en entend parler, mais après, pour tout ce que ça renferme, on a beaucoup moins d'informations. Et aujourd'hui, tu as contribué à nous les donner. Bon, parfait, tant mieux. Merci à toi. Merci à tous, et au plaisir de vous retrouver dans un prochain podcast.
Merci d'avoir écouté En fait. Suivez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, ainsi que toutes les autres plateformes pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très vite.